Commencent officiellement les tests de Barcelone. Ferrari, non, ne descendra pas sur la piste, mais il y a d'autres équipes qui sont descendues, comme Mercedes, Racing Bulls, Alpine, Cadillac. Allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui comment ces équipes se sont comportées. Nous devons parler de McLaren et Red Bull qui ont enfin montré leur voiture officielle. En effet, McLaren l'a montré avec la livrée mais cachée, car la livrée officielle sera montrée plus tard. Et Red Bull a montré sa voiture car auparavant elle n'avait montré que la livrée. Et nous devons parler de la première McLaren qui utilise la suspension push-rod à l'avant, une nouveauté inédite qui nous explique beaucoup de ce nouveau changement réglementaire. De plus, nous devons parler du nouvel ingénieur de piste de Hamilton qui a été décidé et vient de McLaren comme je l'avais dit, et de tant d'autres choses. Avant de commencer, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite et je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Ferrari a déjà fait savoir qu'elle sera sur la piste à partir de demain, tandis que McLaren a admis qu'elle commencera son programme entre mardi et mercredi. Et pendant que nous attendons vraiment de la voir sur la piste, les premières images de la nouvelle McLaren MCL40 circulent déjà sur les réseaux sociaux. Attention cependant, ce que nous voyons n'est pas encore la véritable McLaren. La livrée est provisoire, conçue uniquement pour les essais, et de nombreuses solutions techniques devront être confirmées lorsque la monoplace définitive sera réellement sur la piste. Commençons par la mécanique qui est la première chose qui saute aux yeux. McLaren s'aligne complètement avec les autres équipes de pointe. Sur la MCL40, nous trouvons également le double schéma push-rod à l'avant comme à l'arrière. Après Ferrari, Red Bull et Mercedes, même McLaren suit cette direction. Rob Marshall l'avait déjà laissé entendre, que McLaren aurait également choisi ce schéma de suspension. Et c'est un choix avant tout fait pour augmenter également la cinématique, mais aussi pour répondre à la nouvelle aérodynamique. Il est vrai qu'en comparaison avec la génération précédente, la mécanique est moins esclave de l'aérodynamique, mais cela reste néanmoins une zone clé pour la gestion des flux. En effet, le dessin de la suspension avant est très agressif, avec une configuration qui rappelle beaucoup celle vue sur la Ferrari SF26. Le nez semble également avoir été l'objet d'un travail très poussé, surtout en termes de dimension. Ce n'est pas un détail banal, sachant qu'en cette année, certaines équipes ont même échoué au crash test du châssis. À l'arrière, en revanche, le choix est presque obligatoire, avec un diffuseur qui redevient central pour la production de charge. Tous se dirigent vers la suspension push-rod pour libérer de l'espace dans la partie basse et augmenter le flux d'air dans une zone qui sera de nouveau cruciale. D'un point de vue aérodynamique, ce que nous voyons est clairement une configuration de base. McLaren a déjà dit que la monoplace que nous verrons à Barcelone sera très similaire à celle qui courra au premier Grand Prix à Melbourne. Une philosophie différente par rapport à d'autres équipes. Moins d'expérimentation, plus de développement concentré immédiatement, pour partir avec une plateforme déjà mature et surtout déjà connue. D'après les rendus, on remarque des flancs avec un undercut très marqué et un aileron supérieur qui génère un fort effet de downwash. C'est une solution que nous avons déjà vue sur les dernières Ferrari et qui revient ici sur la McLaren MCL40. Intéressante est aussi la zone de l'airbox et du capot moteur. Le dessin rappelle beaucoup Mercedes. Partie plus gonflée dans la zone centrale et puis se rétrécit progressivement vers l'arrière pour obtenir une queue plus compacte et propre. Ici, il semble y avoir une véritable solution hybride. D'un côté, un capot très fermé, de l'autre, un aperçu de ces petits canons vers la queue. Il rappelle ce qui a été vu sur la Ferrari SF26. Il est clair cependant que pour une analyse vraiment approfondie, il faudra attendre la voiture réelle sur la piste. De nombreuses zones comme le fond, l'aileron, les détails aérodynamiques sont volontairement simplifiés dans les rendus et seront au centre du développement, surtout dans les premiers mois de la saison. Le message qui vient de McLaren est néanmoins très clair. Pas de révolution, mais un projet qui prend le meilleur de Ferrari et Mercedes et le retravaille en interne de manière cohérente. En tant que champion du monde en titre, l'approche est celle de ceux qui veulent partir fort immédiatement, sans courir après. La vraie question maintenant est unique. À quel point cette McLaren MCL40 hybride sera-t-elle vraiment efficace quand la verrons-nous pousser à la limite sur la piste ? Pour le comprendre, les tests de Barcelone seront déjà un premier banc d'essai fondamental. En effet, d'un côté, nous avons des équipes qui cherchent à développer progressivement leur voiture, en introduisant d'abord une version A, puis arrive la version B et ensuite une version encore plus évoluée.
pour le premier Grand Prix à Melbourne en Australie. Cette décision a été prise par exemple par Ferrari. De l'autre côté, nous avons McLaren qui a immédiatement introduit un package mis à jour de sa voiture. C'est ce que nous verrons ensuite lors des essais à Barcelone, et à partir de là, ils essaieront de le comprendre au mieux pour le développer également pour les essais à Bahreïn. Et aussi pour essayer d'améliorer l'aérodynamique et donc d'affiner chaque détail. Cependant, déjà avec un package presque définitif qui est celui que nous verrons aussi en Australie. Donc deux choix très différents entre Ferrari et McLaren, avec McLaren qui cherche des solutions hybrides entre Mercedes et Ferrari. Sûrement le schéma à l'arrière suit davantage celui de Mercedes ayant le même moteur. Cependant, à l'avant, nous voyons certaines solutions qui ont également été reprises par Ferrari elle-même. Nous verrons évidemment officiellement la voiture sur la piste et nous commenterons ensemble dans les prochains jours. Mais cela nous montre combien McLaren arrive en tant que champion du monde dans cette nouvelle saison. Mais nous devons parler de la Red Bull RB22. Parce que la semaine dernière, nous avons vu la livrée de la Red Bull 2026. Très belle, qui a suscité des discussions et qui a plu à beaucoup car c'est une reprise d'une livrée du passé. Celle qui avait fait de Sebastian Vettel le champion du monde. Donc c'est un retour vers le passé pour Red Bull, d'autant plus qu'elle se refonde avec une nouvelle unité de puissance créée par Red Bull elle-même. La première unité de puissance de Red Bull en collaboration avec Ford. Mais ce n'est pas tout. En plus de la Red Bull Ford Powertrains DM01, nous avons également une monoplace complètement nouvelle qui a été dévoilée aujourd'hui. En effet, nous avons vu des images qui ont été volontairement étudiées, avec des lumières tamisées, des détails cachés, des silhouettes plus que des surfaces. Mais une chose est immédiatement visible. La RB22 adopte le schéma push road à l'avant comme à l'arrière, confirmant une tendance désormais très claire parmi les meilleures équipes. Pour l'instant, les seules exceptions restent Cadillac et Alpine qui utilisent le pull road à l'avant. Toutes les autres équipes convergent vers ce schéma de suspension. La voiture a été conçue par Pierre Wachet et sera confiée à Max Verstappen et Isaac Hadjar. Et il est impossible de ne pas dire que cette RB22 pense énormément, non seulement techniquement mais aussi politiquement, car c'est la voiture qui doit convaincre Verstappen de rester chez Red Bull. Max a un contrat jusqu'en 2028, oui, mais il est tout aussi clair que si l'unité de puissance fabriquée en interne devait rencontrer de sérieux problèmes, Max ne resterait pas les bras croisés. Voilà pourquoi cette monoplace est centrale dans l'avenir de Red Bull, plus que tout autre des dernières années. Du point de vue du moteur, cependant, Hamilton Kings transmettent une grande confiance. En effet, Ben Hodgkinson, qui est un ancien de Mercedes et aujourd'hui responsable technique de Red Bull Powertrains, a parlé ouvertement d'un projet très avancé. Le partenariat avec Ford n'est pas seulement économique. Il y a une contribution technique concrète, surtout sur le front de la production, avec un usage massif de l'impression 3D qui permet de dépasser les limites des fusions traditionnelles et des usinages. La RB22, contrairement à d'autres monoplaces vues jusqu'à présent, semble déjà prête à descendre sur la piste. Ce n'est pas une simple voiture de démonstration ou une version ultra simplifiée. Red Bull sera en effet sur la piste dès le premier jour des essais à Barcelone pour commencer à recueillir de vraies données, surtout sur la fiabilité. Et c'est un point clé, car le moteur Red Bull Ford Powertrains DM01 a déjà passé sans problème le premier banc d'essai. Le filming day des Racing Bulls à Imola avec la VCARB 03, pilotée par Liam Lawson et Arvid Blindad, s'est bien déroulé. Un test bref certes mais fondamental pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. En résumé, Red Bull ne se cache pas. Elle ne cache rien, au contraire, elle dit clairement que nous sommes là depuis le début, pas d'attente, pas de report, pas d'excuses. Cette Red Bull RB22 doit immédiatement prouver qu'elle est solide, fiable et compétitive. La sensation est que, plus que l'aérodynamique, le véritable jugement sur cette voiture passera par le moteur, car si l'unité de puissance tient, Red Bull reste Red Bull. En revanche, si des problèmes sérieux émergent, alors 2026 pourrait devenir un tournant, même pour l'avenir des résultats. Et Barcelone, à ce titre, ne sera pas seulement un test, ce sera le premier véritable examen de maturité de la nouvelle Red Bull en tant que constructeur. En effet, Red Bull ne me fait pas peur du point de vue aérodynamique. C'est certainement une équipe agressive qui peut être prête là devant. Elle a tout de même Pierre Wachet qui a développé les dernières voitures de Red Bull après le départ d'Adrian Newey et a tout de même conçu des voitures très compétitives. Nous avons vu la croissance rapide qu'a connue Red Bull depuis la dernière pause estivale de 2025 jusqu'à la fin de l'année. C'est tout de même l'équipe qui s'est battue avec McLaren jusqu'à la dernière course. En somme, Red Bull est leader du point de vue aérodynamique, mais il faut voir si le moteur Red Bull Powertrains en collaboration avec Ford réussira à tenir face aux rivaux. Je pense notamment à Ferrari et Mercedes qui sont les références en matière de moteur sur la grille.
Et attention aussi car ils doivent essayer de convaincre Verstappen de rester dans l'équipe. Sinon, ils pourraient décider de partir et peut-être surprendre tout le monde en allant chez Aston Martin, une équipe dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais avant la pause hivernale, elle était considérée comme favorite. Maintenant, les rumeurs diminuent un peu, mais nous devons aussi voir ce qui se dit dans le paddock et en coulisses. En effet, je veux commencer par une nouvelle lourde. Williams va complètement sauter les tests de Barcelone. Ce n'est pas un choix stratégique, mais une nécessité. En effet, à Grove, ils ont dû lever le drapeau blanc en renonçant à des kilomètres fondamentaux à un moment où chaque tour vaut de l'or. L'équipe de James Vowles se retrouve déjà en retard et pas pour une seule raison. Le problème principal a été le crash test du châssis, l'un de ceux obligatoires, qui n'a pas été initialement réussi, ce qui a contraint les techniciens à retravailler la structure, modifier des composants et perdre un temps précieux. Le temps que le nouveau cycle réglementaire ne revienne plus, et ce n'est pas seulement une question d'homologation, la Williams FV48 partira également en surcharge, un handicap important qu'elle traînera au moins au début de la saison. Un problème qui ne concerne pas seulement Williams, c'est vrai, mais qui pèse plus lourd pour eux car il s'ajoute à l'absence totale de tests réels. Pour cela, l'équipe a décidé de rester à Grove et de travailler uniquement avec des tests virtuels en utilisant la voiture déjà assemblée. Mais Williams n'est pas la seule à naviguer en eau trouble, en effet, il y a Aston Martin et ici, la situation est peut-être encore plus délicate. Actuellement, la présence de l'Aston Martin AMR 26 à Barcelone n'est même pas garantie. À Silverstone, il rencontre plusieurs problèmes au point que l'équipe a reporté la définition du programme et des tests de jour en jour. Le nœud principal est l'assemblage de la monoplace qui s'est révélé plus compliqué que prévu. Selon les informations filtrées, Aston Martin pourrait ne pas entrer en piste avant mercredi, voire jeudi, ce qui signifie 2 jours de test, peut-être si tout se passe bien. Il faut également parler de la partie assemblage, car cela s'est révélé beaucoup plus complexe pour 2 raisons. Un mélange de choix agressifs, de retards accumulés, et Adrian Newey a choisi une approche différente par rapport aux autres équipes, poussant certaines solutions, même mécaniques, jusqu'à la dernière minute. Cela a entraîné plus d'essais infructueux lors du crash test du châssis, avec des modifications en conséquence et des pertes de temps supplémentaires. Et c'est une dynamique qui n'est en réalité pas nouvelle pour Adrian Newey. Arriver en retard avec la première voiture d'un nouveau cycle réglementaire est presque une marque de fabrique. Le problème est que cette fois, le contexte est extrêmement compétitif et chaque retard pèse le double. Et puis il y a aussi la question du poids. La Aston Martin AMR 26 partira également nettement au-dessus de la limite, avec un excédent estimé à 2 chiffres, au moins pour les 6 premières courses. Une situation similaire à celle des Racing Bulls, mais très différente par rapport à Alpine qui sera déjà proche du poids minimum. En Formule 1, une telle différence signifie de véritables dixièmes, pas des détails. Et attention, cette saison ne se décide pas à Melbourne, mais elle commencera déjà avec des difficultés, obligeant à une chasse immédiate sans marge d'erreur. Et dans ce scénario, il faut aussi inclure un arrière-plan Ferrari, car les problèmes au crash test n'ont pas seulement touché Williams et Aston Martin. La Ferrari SF26 a également connu des moments compliqués. À Maranello, un retard s'est accumulé justement pour passer le crash test, forçant l'équipe à répéter l'homologation juste après la pause de Noël. Il n'est pas surprenant qu'on ait parlé d'une préparation plus chaotique que d'habitude. Le montage de la Ferrari SF26 est arrivé vraiment à la dernière minute, avec les mécaniciens travaillant jusqu'à quelques heures avant le début à Fiorano. Rien n'était acquis cependant. Contrairement à d'autres, Ferrari a bien réagi. Châssis homologué, la voiture est complétée et les premiers kilomètres se sont déroulés sans problème majeur. Mais maintenant, on entre dans la phase sérieuse. Car les tests pour Ferrari à partir de mardi ne serviront plus à comprendre si la voiture fonctionne, mais à quel point elle fonctionne. Le tableau général est clair. Le règlement 2026 commence à faire sentir ses effets. Il est complexe, extrême et ne pardonne personne. Même ceux qui ont commencé plus tôt, même ceux qui ont de grandes ressources, doivent travailler dur. Et tandis que certains partiront fort dès le début, d'autres seront contraints de courir après dès le premier feu vert. Et en Formule 1, courir après dès le départ est toujours la pire façon de commencer une nouvelle ère. Alors que comprenons-nous des premiers tests de Barcelone ? Et bien que seules 2 équipes utilisent des suspensions pures à l'avant, qui sont Cadillac et Alpine, et si Ferrari et Alpine seront proches du poids minimum, Ferrari pèsera 770 kg. Donc seulement 2 kg de plus que le poids minimum de 768 kg. Williams a d'autres problèmes, parce qu'il pèsera entre 20 et 30 kg de plus par rapport à toutes les autres équipes, par rapport au poids minimum.
Bref, vous comprenez bien que c'est un énorme désavantage qui devra évidemment être comblé au cours de la saison, mais pour le début, c'est un départ vraiment difficile pour l'équipe de Grove Williams, va même sauter tous les tests de Barcelone parce qu'ils n'ont pas passé la phase de supervention et le crash test. En revanche, Aston Martin arrivera en retard pour le test de Barcelone à cause de l'assemblage de la monoplace, mais cela me semble un retard plus réfléchi par rapport à celui de Williams, parce que Adrian Newey arrive toujours à la limite avec sa monoplace. Dans l'étude de l'aérodynamique et aussi de la résistance du châssis, pour avoir un juste compromis entre l'aérodynamique et la structure du châssis lui-même. Et donc nous verrons comment l'Aston Martin fera ses débuts. Et en plus, nous avons vu le choix très particulier de McLaren d'opter pour le push rod. C'est un choix qu'ont fait de nombreuses équipes de haut niveau. Tous, oserais-je dire. Parce que dans cette nouvelle génération de monoplaces, il est important d'avoir une bonne cinématique en fonction de l'aérodynamique, en dirigeant les flux dans la partie supérieure de la monoplace et non dans la partie inférieure. C'est pourquoi le push rod est une solution très utile. Et le choix extrême de McLaren de présenter une monoplace qui sera ensuite affinée et non complètement modifiée. Donc ils sont déjà sûrs de leur paquet évolutif de la McLaren MCL 40. Mais nous devons voir comment Ferrari gère le début de l'ère 2026, surtout du côté humain et opérationnel. Parlons de Lewis Hamilton, de son équipe de travail et de ce qui va se passer à Barcelone. Commençons par le contexte. Lors des 2 dernières grandes révolutions réglementaires, perdues en particulier celle de 2022, la première victoire est toujours allée à Ferrari. Et dans les 2 cas, presque personne ne s'y attendait. Mais 2026 est différent. Cette fois, le moteur comptera énormément. Il n'y a pas de canot Venturi, il n'y a pas de purposing, il n'y a pas d'ailes avant géantes. Et les nouvelles voitures de Formule 1 sont plus élancées, plus légères et sur le papier aussi plus maniables. Mais sans une unité de puissance forte, il est difficile d'aller loin et la Ferrari SF26 qui a été révélée commencera à travailler à Barcelone à partir de mardi. La gestion des sessions sera fondamentale et en fonction aussi de la météo, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont passé de nombreuses heures sur le simulateur. Et pour l'anglais, c'était un retour à une utilisation très intense. Le travail devant les ingénieurs est énorme, car cette voiture doit être comprise depuis zéro. Et c'est ici qu'entre en jeu le thème le plus intéressant, à savoir le mur de Lewis Hamilton à Barcelone, sur la voiture d'Hamilton. Il n'y aura pas encore le nouvel ingénieur de piste définitif aux côtés de Brian Bozzi. Il y aura Carlo Santi, une figure historique de Ferrari, avec une énorme expérience en performance, et sur le travail de soutien opérationnel, Santi vient du garage distant et soutiendra Bozzi pendant les longues journées d'essai garantissant solidité et continuité dans une phase très délicate. C'est une solution temporaire mais tout sauf improvisée. Santi est l'un de ces ingénieurs qui connaît la machine, la méthode Ferrari et les dynamiques de piste. Comme peu d'autres, c'est le profil classique qui ne fait pas de bruit mais qui maintient tout en place quand il le faut entre-temps. Riccardo Adami a quitté le travail direct avec Hamilton pour se concentrer sur les essais. Avec les jeunes et sur l'activité essai de l'ancienne voiture, Ferrari n'a pas encore annoncé officiellement comment sera rempli le poste vacant, mais la sensation est que le choix est déjà très proche et surtout externe. En effet, un autre élément clé est Luca Diella qui reste à son poste comme figure de liaison et dans cette phase fait le pont entre ce qui a été dit et ce qui sera entre Adami, le nouvel ingénieur de piste qui arrivera. Son rôle sur la voiture de Hamilton est central car il garantit continuité technique et communicative à un moment dans lequel changer trop, ce serait un énorme risque. L'objectif est clair. Il arrive à Melbourne avec la structure définitive, déjà opérationnelle. Pas seulement la machine, mais aussi les personnes. Parce qu'en Formule 1, surtout avec de nouveaux règlements, le paquet humain compte autant que le technique, et le message qui arrive à Ferrari est plutôt clair. Il n'y a pas de choix hâtif à Barcelone. On travaille sur ce qu'il y a de manière solide, tandis qu'en coulisses, on prépare l'architecture définitive et pour Hamilton. Cette période sera fondamentale. Non seulement pour comprendre la Ferrari SF26, mais pour construire son environnement de travail. Parce que si 2026 devait être l'année du véritable défi, alors tout, la machine, le moteur et l'équipe doivent être prêts jusqu'au premier feu vert. Et pour Hamilton, il y a un favori, comme ingénieur de piste qui serait Cédric Michel Grosjean, qui est un ancien ingénieur de McLaren. Comme je l'avais dit, il vient de Walking, qui a travaillé comme ingénieur de performance principal sur le terrain pour Oscar Piastri chez McLaren.
Et maintenant, ça ne commencera pas tout de suite en tant qu'ingénieur de piste de Hamilton. Aussi parce que le choix est encore en phase d'évaluation, mais il est le candidat préféré si nous voulons. En attendant, il y aura Carlo Santi qui sera présent pour les tests de Barcelone, et puis plus tard arrivera l'officialité de la part de Hamilton et les premiers temps de Barcelone émergent. Certaines équipes ont commencé à pousser un peu plus sur le rythme tout en restant largement loin de la limite. Devant tout le monde reste Andrea Cimi Antonelli avec la Mercedes V17 attribuée à 1.22 352 avec 24 tours au total. C'est une donnée clé car Mercedes ne poursuit pas le chronomètre, elle stabilise la référence. Cela signifie que le programme est sous contrôle et ce relais-là était exactement ce qu'il voulait faire. La véritable nouveauté se trouve derrière cependant, car Liam Lawson avec les Racing Bulls réalise un temps de 1.23 113 à 7 dixièmes de la Mercedes, mais surtout avec 21 tours complétés. Et ici, le message est clair. Racing Bulls a cessé de faire uniquement de l'installation et a commencé à travailler de manière continue avec un kilométrage élevé, un rythme constant, zéro problème évident. Juste derrière, il y a Isaac Agar avec la Red Bull RB22 en 1.23 606 avec 13 tours. Et c'est intéressant car Red Bull est passé en 1 heure de la dernière place à se retrouver là devant. La phase d'allumage terminée, la voiture est là. Aucune surprise mais une confirmation importante. Alpine avec Franco Colapinto reste 4ème, temps inchangé mais quelques tours en plus et Alpine fait ce qu'elle doit faire. Un programme propre, aucune contrainte, beaucoup de travail de corrélation. Attention à l'AS avec Esteban Ocon qui est 5ème, mais avec 31 tours complétés, donc le kilométrage le plus élevé de tous et le temps ne compte pas. Ce qui compte, c'est que l'AS VF26 tourne et beaucoup en une journée ou un jour d'une nouvelle ère technique, c'est de l'or. En 6ème position, il y a Gabriel Bortoleto avec l'Audi avec 27 tours. C'est un programme linéaire, aucune recherche de performance et Audi fait exactement ce que l'on attend d'un projet qui veut construire des bases, pas faire des titres. Dernière Cadillac avec Valtteri Bottas, peu de tours et un temps très élevé, mais ici, nous sommes encore pleinement en mode installation, donc encore une fois, il n'y a pas d'alarme. Cependant, c'est certainement un début difficile pour Cadillac. Le vrai point est celui-ci, les temps restent évidemment très lents. Mais c'est juste ainsi car par rapport à la matinée, par rapport aux premières heures du jour 1 à Barcelone, les voitures doivent prouver qu'elles sont là et elles le sont. Mercedes est solide, Red Bull vient juste de commencer à pousser un peu et a immédiatement gagné des positions. Mercedes et Bull se surprennent par leur continuité, AS travaille et fait beaucoup de tours, la seule qui reste un peu en arrière est justement Cadillac, car même Audi a tourné plus que ce à quoi nous nous attendions. Nous attendons évidemment Ferrari et McLaren qui tourneront demain, et nous verrons donc quel sera le rythme fixé par eux, et s'ils garantiront beaucoup de fiabilité car c'est la chose la plus importante à Barcelone. Cependant, ces tests servent à comprendre qui construit bien pour 2026 et quelques réponses arrivent déjà. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle McLaren, de la nouvelle Red Bull et aussi du nouvel ingénieur de piste de Hamilton. Dites-moi ce que vous pensez de ce premier jour des tests de Barcelone qui vous a le plus convaincu, qui vous a le moins convaincu. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. C'est tout pour ce moment. À bientôt dans une prochaine vidéo.